Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le GFM et l'équipe de Nantes d'avoir pu, malgré les difficultés, continuer l'organisation des journées du GFM. Alors ma tâche cet après-midi, c'est de discuter avec vous de la prise en charge des syndromes myélodysplasiques de haut risque et en particulier du traitement le plus approprié à leur administrer avant une greffe allogénique. Alors voici d'abord mes liens d'intérêt. On sait depuis plusieurs années que il est important de réduire la blastose médulaire des SMD de haut risque avant de réaliser l'allogreffe. De nombreuses études ont été publiées, toutes rétrospectives. J'en ai choisi quelques-unes. Donc vous voyez sur la partie gauche cette figure qui montre un gradient d'augmentation des blastes qui se traduit par un impact sur la survie globale. Sur la partie droite de la figure, c'est une autre étude rétrospective où on voit que le taux de blast, l'excès de blast médulaire à plus de 5%, donc défini comme une advanced disease sur le tableau, est un facteur pronostic indépendant de la survie après allogreffe. Enfin, cette dernière étude du registre italien qui montre que finalement l'administration d'un traitement préalable à l'allogreffe ne se traduit pas par un bénéfice de survie, mais quand on regarde de façon plus détaillée, c'est la courbe du bas, la survie globale en fait est meilleure chez les patients qui reçoivent un traitement avant allogreffe et qui obtiennent une réponse par rapport aux patients qui n'obtiennent pas de réponse. Alors plus récemment, on a pu s'intéresser à la maladie résiduelle. Il y a toutefois assez peu d'études disponibles à l'heure actuelle concernant la maladie résiduelle évaluée en cytométrie de flux. Dans cette étude qui a porté sur 289 patients, donc c'est une série assez importante, avec 75% de SMD, 25% de LAM secondaire à des syndromes myélodysplasiques qui ont tous été allogreffés. 40% des patients avaient reçu au préalable une chimiothérapie intensive, 30% des agents hypométhylants. 60% des patients étaient en rémission complète ou en rémission médulaire avant la greffe allogénique, qui a été faite avec un conditionnement intensif chez près de 40% des patients et un conditionnement non intensif chez 30% des patients. Donc ce qu'on voit sur les courbes sur la droite, c'est que ici la maladie résiduelle qui était en fait évaluée à la fois par cytométrie de flux mais également par fiche. Donc les auteurs ont défini un endpoint qu'ils ont appelé la minimal identified disease plutôt que de parler de minimal residual disease. Bref, cette MID va corréler avec le pronostic des patients. Et cette MID avait un effet plus marqué chez les patients qui avaient reçu un conditionnement non intensif. Une autre étude récente également s'est intéressée à l'impact pronostic du taux de cellules C34 positives, CD38 négatives, donc le compartiment qui est enrichi en cellules souches tumorales avant la greffe. Et les patients donc qui avaient un taux de CD34, CD38 élevé avant greffe avaient une incidence de rechute qui était significativement plus élevée et une survie plus courte après greffe allogénique. Cet effet était plus marqué chez les patients recevant un conditionnement non myéloablatif, là encore, et était indépendant des autres covariables. Les patients avec des taux de CD34, CD38, CD34 plus CD38 neg élevés avaient un taux de rechute qui était supérieur à ceux qui avaient un taux faible, y compris chez ceux qui avaient un excès de blast. Enfin, une petite étude récente également suggère l'intérêt de l'évaluation de la charge allélique avant allogreffe comme un facteur prédictif du pronostic. Et dans cette étude, comme on le voit sur la figure, les patients qui présentaient des mutations de TP53 ou de ZH2 avec des ratios alléliques élevés avaient un devenir plus défavorable après la greffe allogénique. Il est donc communément admis à l'heure actuelle que la blastose doit être réduite avant allogreffe. Les études récentes que je vous ai montrées suggèrent que l'analyse de la maladie résiduelle, que ce soit en cytométrie de flux ou par NGS, pourrait être plus pertinente ou plus reproductive
que le taux de blast. Quoi qu'il en soit, la question reste à l'heure actuelle, comment réduire cette blastose? En gros, jusqu'à maintenant, on a eu à notre disposition des traitements intensifs ou non intensifs, en d'autres termes, de la chimiothérapie type 3+7 versus des agents hypométhylants en monothérapie. Alors, ce sont des études déjà anciennes avec des résultats de chimiothérapie intensive dans les syndromes myélodysplasiques, mais qui sont finalement assez reproductibles, avec un taux de rémission complète qui est de l'ordre de 40% chez ces patients, et une survie globale qui est assez courte, avec des médianes inférieures à 12 mois chez ces patients. Les raisons pour lesquelles les résultats de la chimiothérapie intensive sont mauvais sont liées à l'âge des patients, à leur comorbidité. On voit ici sur les données d'une étude du registre autrichien que 20% des patients avaient un score HTCI de 3 ou plus au moment du diagnostic du syndrome myélodysplasique. L'autre raison pour ces mauvais résultats, c'est la fréquence de mutations dont on sait qu'elles sont associées à une résistance à la chimiothérapie, comme les mutations de ASXL1, TP53, donc qui sont présentes chez plus de 20% des patients chacune, des mutations de Running1 ou des mutations des gènes du spliceosome. L'alternative, ce sont les agents hypométhylants. Alors, est-ce que les approches non intensives se font mieux que la chimiothérapie intensive? Il n'y a pas d'études comparatives disponible en dehors une sous-étude de l'essai MDS ASA 001 dans laquelle un sous-groupe de patients avait été randomisé pour recevoir de la chimiothérapie intensive versus de l'azacitidine. Mais comme vous le voyez sur le tableau, les nombres de patients étaient faibles. On compare ici 17 patients à 25 patients. Les taux de rémission complète étaient augmentés, étaient meilleurs, mais de façon non significative en raison des faibles effectifs dans le groupe chimiothérapie intensive, avec le 40% dont je vous parlais tout à l'heure, contre moins de 30% pour l'azacitidine. Mais cette différence modeste de taux de réponse ne corrélait pas avec une différence de survie qui était d'ailleurs plutôt meilleure, mais de façon non significative, pour l'azacitidine. Alors pour la comparaison des deux, on dispose également des données d'une étude beaucoup plus large, mais rétrospective de la SFGMTC qui avait été publiée par Gandhi Damage en 2013. Donc c'est 265 patients qui avaient été allogreffés pour les syndromes myélodysplasiques, dont 163 d'entre eux avaient été préalablement traités, pour lesquels le devenir post-greffe a pu être analysé. Alors comme on le voit, les groupes n'étaient pas tout à fait identiques et les patients qui étaient dans le groupe chimiothérapie avaient moins fréquemment un excès de blast et surtout moins fréquemment une cytogénétique défavorable. Les taux de réponse, vous le voyez, étaient un peu meilleurs en faveur de la chimiothérapie, mais de façon non significative, 73% versus 69%, et la survie globale ainsi que l'incidence cumulative de rechute n'était pas différente entre les patients qui avaient reçu de l'azacitidine pré-greffe versus de la chimiothérapie intensive. Une autre étude rétrospective, monocentrique cette fois, qui a porté sur 98 patients. Parmi eux, la moitié, 50 des 98, avaient pu obtenir une RC ou une réponse RC médulaire après traitement par hypométhylant. 20 d'entre eux n'ont pas pu être greffés, 9 à cause d'un refus et 11 qui étaient devenus inéligibles pour la transplantation. Tous étaient des patients qui étaient préalablement, évidemment, éligibles pour la transplantation. Voilà, ce qu'on voit dans cette étude, donc, c'est que la survie globale, à partir de la mise en route du traitement par agent hypométhylant, elle était de près de 40 mois. Et comme on le voit sur la figure, sur la droite, le taux de blast au moment de la greffe restait un des principaux déterminants du devenir, avec, il faut noter quand même, des résultats excellents chez les répondeurs. Une étude prospective a été conduite par l'EORTC
97 patients avec des syndromes myélodysplasiques de haut risque éligibles pour une greffe allogénique ont été inclus dans l'étude, et ces patients recevaient un traitement préalable par azacitidine. Donc le flowchart que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive montre que 55% des patients ont été effectivement allogreffés. La première cause de non-réalisation de l'allogreffe était la progression de la maladie suivie par la survenue d'effets secondaires et persistants, et l'absence de donneur chez 9 patients. La survie globale médiane en intention de traitement, elle était de 15 mois, et comme on le voit sur la figure, où c'est la courbe de survie mesurée à partir de la mise en route du traitement par azacitidine ou à partir du moment de la greffe, elle reste toujours influencée par l'obtention d'une réponse à l'azacitidine. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'était une analyse du score de comorbidité HCTCI qui était mesuré à l'inclusion, mais également au moment de la greffe allogénique. Et ce qu'on voit, le tableau est un petit peu difficile à lire, mais en gros, le message c'était que 22% des patients ont aggravé leur score de comorbidité après l'azacitidine, mais que chez 15% d'entre eux, en revanche, il avait été amélioré. Donc, globalement, on peut considérer que c'est le traitement par azacitidine, comme attendu, assez peu affecté le statut gériatrique des patients et leur comorbidité. Donc, en résumé, donc on n'a pas de données issues de comparaison directe, prospective, qui soient disponibles pour savoir qui de la chimiothérapie intensive ou de l'azacitidine est le traitement le plus approprié avant la greffe allogénique. De façon claire, la chimiothérapie intensive produit plus de rémissions complètes et plus rapidement, mais en revanche, les résultats en termes d'incidence cumulative de rechute et de survie globale ne sont pas très différents dans toutes les études qu'on a pu voir. Les deux options de traitement correspondent en fait à des profils de patients qui sont différents, que ce soit du point de vue des caractéristiques génomoléculaires de la maladie, on l'a vu, avec des cytogénétiques défavorables ou des mutations défavorables qui plaident en défaveur de la chimiothérapie intensive, ou l'âge et les comorbidités également qui vont influer sur le choix. Alors ceci est illustré par cette série de 28 patients atteints de syndrome myélodysplasique muté NPM1 du MD Anderson. Donc la mutation de NPM1 est peu fréquente dans les syndromes myélodysplasiques. Sur la figure de gauche, ce qu'on voit, c'est que la mutation est stable au moment de la rechute, un peu comme dans les leucémies aiguës myéloblastiques d'ailleurs, ce qui en fait un marqueur qui est potentiellement intéressant pour suivre la MRD chez ces patients. La charge allélique, de façon intéressante, et ce qui corrobore ce que je vous ai dit précédemment, n'était pas corrélée avec le taux de blast. Alors, les taux de 32% des patients ont reçu une chimiothérapie intensive et 65% un traitement par agent hypométhylant. Les taux de rémission complète après chimiothérapie intensive étaient très bons, de 90%, contre 28% dans le groupe traité par agent hypométhylant. Et les patients qui étaient traités par chimiothérapie intensive avaient une survie sans progression et une survie globale qui était significativement meilleure. À l'opposé, les patients mutés P53 répondent mal à la chimiothérapie qui doit a priori être évitée pour ces patients. À noter quand même, comme on le voit sur la figure, que les résultats des hypométhylants et de la greffe allogénique ne sont d'ailleurs pas très bons non plus. Alors comment on peut améliorer la chimiothérapie intensive? Une première approche, peut reposer sur le VYXEOS, donc une formulation liposomale d'anthracycline et de donorubicine, qui a montré que elle était supérieure au 3+7 classique chez des patients âgés atteints de LAM secondaire, donc pour beaucoup secondaires à des syndromes myélodysplasiques. Une étude du GFM est actuellement en cours, qui validera peut-être cette hypothèse. Cette étude est d'ailleurs conduite par Pierre Péterlin ici à Nantes.
Et les autres options, c'est combiner, rajouter au 3+7 des nouvelles molécules, comme les inhibiteurs d'IDH pour la dizaine de pourcents de patients qui sont porteurs de ces mutations, ou le vénétoclax, et plusieurs études encore à des phases précoces sont en cours pour en évaluer la faisabilité. Du côté des agents hypométhylants, évidemment, la question du vénétoclax se pose. Elle a été abordée dans d'autres topos cet après-midi, donc je glisserai dessus. Donc dans cette étude de phase 1 présentée par Amer Zeidan au dernier ASH, on a appris que une posologie de 400 mg de vénétoclax était recommandée chez les patients avec des myélodysplasies, et que des taux de réponse, comme vous le voyez ici, sur l'histogramme du milieu, de l'ordre de 40% pouvait être atteint, ce qui est pas renversant. Dans une étude publiée très récemment dans Blood Advance, on a des résultats qui sont plus intéressants, avec probablement des patients moins avancés. C'était une étude de vie réelle et monocentrique. Et comme on le voit sur les histogrammes, le groupe de patients qui n'avaient pas été préalablement exposés à des agents hypométhylants ont eu un taux de réponse de 75% avec du Venaza, et le traitement a permis de conduire 62% des patients jusqu'à l'allogreffe. Alors, je vais conclure maintenant. Vous l'avez compris, chimiothérapie intensive et hypométhylants ne doivent pas s'opposer, ils sont complémentaires. Les progrès de la biologie, notamment du NGS ou de la cytométrie de flux, vont améliorer notre capacité à personnaliser le traitement et à le moduler, et mieux choisir les bons candidats pour l'une ou l'autre de ces options. Les avancées récentes, et notamment les nombreux combinaisons qu'on peut faire sur de l'azacitidine qui vous ont été présentées aujourd'hui, ouvrent des perspectives intéressantes et challenge fortement la chimiothérapie intensive dans les syndromes myélodysplasiques. Il faut quand même garder en tête, et c'est mon take-home message, que la guérison doit rester la priorité pour les patients avec des syndromes myélodysplasiques de haut risque qui sont éligibles pour une greffe, et dans ce cadre, la chimiothérapie garde pour l'instant une place prépondérante chez les patients jeunes avec un karyotype non défavorable, et je vous remercie de votre attention.